Hello tout le monde, content de vous voir. Notre, notre petite rencontre qui commence tranquillement à être une habitude. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un beau week-end le plus ressourçant possible. Et on va passer la prochaine heure ensemble à discuter de certains enjeux relatifs à des questions que vous avez envoyées sur le site web. Merci beaucoup. D'excellentes questions. Des questions, certaines questions sont assez challengeantes dans le sens qu'ils impliquent plusieurs éléments et chacun de ces éléments-là mérite quand même une attention spéciale et une attention spéciale. Il y a plusieurs questions qui sont en lien avec Tribal, ce qui est super. Et bon, il y en a quand même beaucoup de questions qui concernent Tribal. Puis moi, mon équipe, on s'est posé la question comment répondre à ces éléments-là. Ben, on a décidé qu'on va faire un Facebook Live qui va être exclusivement dédié à Tribal. Fait je vais passer un Facebook Live au complet à parler de Tribal, à parler de behind the scenes, répondre à vos questions, comment ça s'est passé, des questions relatives au peuple qu'on voit dans les épisodes. Et donc, plutôt qu'aller s'éparpiller sur des questions un petit peu de psychologie par-ci par-là, revenir à Tribal, ben, on s'est dit, ben, on va célébrer ça pour vrai, puis on va pouvoir aller vraiment dans le fond du sujet. Puis je pense qu'on va avoir plus de fun comme ça. Donc, les questions qui concernent Tribal, on les a en banque, OK? Mais on va les utiliser pour le prochain Facebook Live. La semaine prochaine ou celle d'après, je ne me souviens plus, mais on va vous tenir au courant et on va faire un Facebook Live uniquement là-dessus. Ça va être super cool. Des super belles questions que vous posez par rapport à Tribal sur le behind the scenes et même la psychologie de la tribu. Donc, voilà. On va se réserver ça pour un trip indépendant. Alors, on va se concentrer ce soir sur des questions que j'ai reçues par le biais du site web. Et je vous encourage à le faire même pendant cette diffusion-là. Si vous avez d'autres questions, des questions d'approfondissement, écrivez-le www.communicationpsychom.com ou info@commercialcommunicationpsychom.com et on va tout bien classer ça dans un document. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Ben, j'aimerais aussi, encore une fois, profiter de l'occasion pour remercier ma merveilleuse équipe qui m'aide tellement, puis avec qui c'est tellement agréable de travailler. Jérémy Lapierre, Nathalie Rivière de Cometa et Valérie Gendreau. Merci beaucoup. Alors, question 1. Donc, une question de Candide. Qu'est-ce qui rend la prise de décision difficile, particulièrement celle relative à de grands changements? Comment éviter les regrets? Y a-t-il des techniques pour favoriser la prise de décision? Alors ça, c'est la première question. Alors, c'est probablement une des questions les plus complexes à répondre parce qu'il implique beaucoup d'éléments. Dans le fond, cette question-là, c'est comment réussir sa vie. À quelque part, c'est un peu ça la question, parce que la vie, c'est quoi? C'est une réunion de séquences, une réunion de décisions qu'on prend, puis on veut que ces décisions-là nous mènent vers la vie la plus souhaitable pour nous autres ou qui va être la plus remplie pour nous autres, celle qui va être le plus porteuse de sens. Donc, prendre une décision, c'est pas facile. OK? C'est pas simple, pas du tout simple. Et il y a plusieurs méthodes qui existent et souvent, les méthodes qui existent sont trop simples pour adresser vraiment ce que c'est que prendre une décision. Chaque décision peut réellement changer des choses importantes dans notre vie et c'est pour ça que notre cerveau le sait. Notre cerveau, il est conscient que prendre une décision qui s'en va dans cette direction-là ou dans une autre direction, ça peut changer beaucoup de choses pour soi. Et il y a une pression. Et il y a une pression de réussir cette décision-là. Il y a une pression aussi qui est assez grave là, dans notre perception. Ça s'appelle le regret. Et le regret, ça tire beaucoup d'énergie. Beaucoup. Et donc, on est terrorisé à l'idée du regret. Donc, on est terrorisé à l'idée de ne pas réussir à prendre une bonne décision. On pourrait parler de ça là, dans un atelier plus approfondi, là, dans un atelier qui s'appelle Précog. On passe là, 2 jours au complet, ne serait-ce que les mécanismes impliqués dans la prise de décision. Je vais essayer de répondre de façon la plus succincte possible
à cette question-là. Alors, comment on fait pour prendre une décision? Comment éviter les regrets? C'est quoi les techniques? Je pensais à ça là, quand je regardais cette question-là et j'ai le sentiment qu'il faut aborder quand même quelque chose qui sont deux phénomènes impliqués dans la prise de décision. La science montre qu'il y a typiquement deux types de façons de prendre des décisions. Okay? La première, ça s'appelle le satisficing, okay? C'est-à-dire une façon qui vise la satisfaction et une autre façon de prendre des décisions qui s'appelle le maximizing. Le maximizing consiste à la comparaison d'options. Ça, c'est vraiment la liste des pour et des contre. Okay? La plupart des gens, consciemment ou pas, prennent des décisions sur un système de maximizing. Alors, le maximizing, ce que ça fait, c'est que le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il évalue des options. Donc, il regarde des options A, B, C, D, E et là, il compare les caractéristiques de l'option A versus l'option B, l'option A versus l'option C, l'option A versus l'option D, et on refait la même chose. Okay? Donc, il y a toutes les évaluations, combinaisons possibles, qui est une comparaison de caractéristiques. Et là, ce que le cerveau fait, il essaie d'avoir le plus de gains possible. Alors, c'est une évaluation qui consiste à comparer les options les unes avec les autres. Typiquement, ce qui se passe, c'est que la prise de décision est très rarement satisfaisante, est très rarement en lien avec la satisfaction, ce type de décision-là. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une stratégie qui va augmenter énormément l'anxiété. Parce que ce que ça fait, c'est lorsque tu choisis, par exemple, l'option C, ben, ça veut dire qu'il faut que tu laisses les caractéristiques ou les avantages de l'option A. Donc, quand tu prends une option, ben, c'est facile de regretter toutes les options que tu n'as pas prises. Donc, ça, c'est ce qui arrive très, très souvent. C'est-à-dire, là, il y a plein de situations dans la vie, puis là, il faut choisir quelque chose, puis là, il faut s'engager dans quelque chose, puis là, on y va en maximizing. On compare des pour puis des contre, puis là, on regarde où je vais gagner le plus et est-ce qu'il y aurait moyen que je garde tout, c'est-à-dire bénéficier du maximum d'avantages possibles. Et là, par exemple, à un moment donné, le temps avance, on n'a pas le choix de prendre une décision. Et là, par exemple, on y va avec l'option B. Pendant qu'on est dans l'option B, notre cerveau, qui est toujours en maximizing, il continue d'évaluer si oui ou non il a fait le bon choix. Alors que quand on est dans une décision, quand on vient de s'engager, si le cerveau il continue l'évaluation, c'est ce qu'on appelle le regret. Parce que lorsqu'on est engagé dans une de ces options-là, le cerveau il continue de dire oui, mais peut-être que j'ai perdu des choses là-dedans, puis peut-être que je me suis trompé. Alors, quand on est en maximizing, il y a beaucoup l'idée de se tromper. C'est-à-dire que parmi toutes les options, il y a implicitement une bonne, tandis que les autres sont comme des pièges. C'est la disposition émotionnelle dans laquelle on est. Lorsqu'on compare des options comme ça, c'est presque sûr qu'il va y avoir du regret, il va y avoir de l'anxiété alors qu'on est engagé dans cette tentative-là d'option B, par exemple. Donc, pendant qu'on est en train d'y aller dans cette option-là, parallèlement, on regrette et parallèlement, on se sent anxieux et parallèlement, on développe de l'hypervigilance, c'est-à-dire on regarde encore plus le choix qu'on essayait de faire, puis on s'aperçoit que ça, c'est peut-être pas bon. Finalement, je me suis peut-être trompé. Puis là, ironiquement, le cerveau trouve 10 000 raisons qui confirment ou qui semblent confirmer qu'on s'est trompé. Ça, c'est typique du maximizing. C'est-à-dire, on évalue des options les unes avec les autres et en plus, on veut garder 100% des avantages de toutes les options réunies et pendant qu'on s'engage, on regrette les options qu'on n'a pas prises. Le maximizing est beaucoup en lien avec le système économique dans lequel on est parce que c'est basé sur le fait, sur le rêve qu'on peut toujours tout avoir. Okay? L'économie en ce moment, l'économie fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tous les besoins sont possibles. À partir du moment où tu peux en rêver, alors il y a l'idée de cette possibilité-là. Alors que la vraie vie n'est pas du tout faite comme ça. Tu ne peux pas juste acheter des choses puis accumuler tes options comme une marchandise. Et c'est là où un autre système de décision rentre en ligne de compte qui s'appelle le satisficing, en anglais le satisfaisant, la caractéristique satisfaisante d'un processus décisionnel. Alors,
le satisficing, contrairement au maximizing, ne compare pas seulement des options les unes avec les autres. Alors, je veux partager un petit peu mon écran parce que j'ai besoin de faire un dessin, ça va être un petit peu plus facile. Fait que je vais vous partager mon iPad et je pense que ça va aider beaucoup à clarifier ce que je veux vous expliquer. OK. Alors, je vais faire un petit dessin ici. Je vais faire 2 sections. Alors, une première section ici qui va s'appeler le maximizing. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Et ici, il y a l'autre option, l'autre stratégie décisionnelle qui s'appelle le satisficing. Alors, ce que j'ai dit, mettons, visuellement, si j'ai à le résumer, le maximizing, mettons, ça, c'est un humain, mettons, ça, c'est vous. OK? Alors, ce que le cerveau fait, il évalue les options. La A, B, C, D. Et pour chacune des options, il y a une liste de caractéristiques. OK? La fameuse liste de pour et de contre. Et ce que le cerveau fait, il évalue la différence entre toutes les options. OK? Donc, il y a beaucoup de comparaisons. Le problème, c'est qu'il y a toujours une perte relative à ça. Donc, ça garantit l'insatisfaction, ça garantit le regret. Alors, ça, c'est la stratégie pour le regret. Satisficing, alors, c'est complètement une autre stratégie. Alors, vous êtes toujours ici, on est toujours là. Mais les options qu'on a, OK, par exemple, je refais les mêmes choses. A, B, C, D. A, B, C, D. Le cerveau n'évalue plus seulement les caractéristiques de chacune, OK? Parce que chacune de ces options-là a des caractéristiques positives. C'est pour ça qu'on hésite. Il y a plusieurs bonnes options. Il y a plusieurs bonnes décisions possibles. C'est ça le truc, là. Ça, il faut vraiment comprendre ça. Il n'y a pas de piège, dans le sens qu'il n'y a pas de « il faut trouver la bonne décision et tout le reste, ce n'est que du vent », mais ce n'est pas vrai. Donc, on hésite parce qu'effectivement, il y en a plusieurs bonnes décisions. C'est une réalité. Mais la vraie question, c'est, dans Satisficing, il y a nos buts ici. Ce à quoi on aspire, vers où on s'en va dans notre vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le moins important pour nous? C'est quoi nos objectifs à court, moyen et à long terme? Ça, c'est vraiment important parce que si on garde les yeux vers où on veut vraiment aller, les options A, B, C, D ne sont plus seulement des options à comparer les unes aux autres. Ce sont des autoroutes, c'est-à-dire ce sont des moyens d'accélérer vers nos buts. Donc, le cerveau, s'il intègre ça de cette façon-là, il comprend que c'est un chemin. Une option, c'est comme une porte qui mène vers un passage, qui mène vers quelque chose d'autre. Et le but, c'est de se rendre le plus rapidement possible vers ce qu'on souhaite, vers nos buts, vers ce qui est important pour nous. Donc, lorsque nos buts sont clairs, lorsqu'on les aime vraiment, bien, on comprend qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Deuxièmement, ça veut dire qu'on comprend que les options A, B, C, D sont seulement des accélérateurs vers nos buts. Donc, ça veut dire que l'option A n'est pas une destination finale, l'option B n'est pas une destination finale, ni la C ni la D. Ce sont juste des moyens. Et là, on évalue l'accélération qu'on peut générer à partir de l'engagement vers ces options-là qui va nous amener vers nos buts. Donc, c'est important de comprendre que n'importe quelle décision doit forcément être un accélérateur vers et jamais un point final. Alors, si vous regardez un petit peu le dessin, dans le maximizing, il n'y a rien d'autre après les buts. Donc, ça veut dire que pour le cerveau, chaque option est un point final. Donc, ça augmente, ça multiplie fois 10 la pression pour chacune des options qui doit, en guillemets, être parfaite. Alors que c'est impossible, une option parfaite ou une décision parfaite. Par contre, il y a des décisions qui vont générer plus de mouvement vers les objectifs qu'on veut. C'est ça la meilleure décision pour nous, mais ça ne sera jamais une décision parfaite. Et par exemple, dans l'exemple de Satisficing, il peut avoir l'option B et l'option D qui sont deux excellentes options avec des avantages et des inconvénients un peu différents, mais
ils vont quand même nous faire accélérer vers nos buts. Donc, ça va nous mener vers l'avant. Et si on comprend une décision qui sert à ça, c'est la façon d'inhiber le regret au maximum. Mais lorsque les options A, B, C, D sont seulement des points finaux, c'est-à-dire des destinations en soi, ça, c'est la meilleure garantie pour créer beaucoup d'anxiété et pour prendre des décisions qu'on va regretter. Alors, s'il n'y a pas de but clair, si on ne sait pas vers où on s'en va, c'est extrêmement difficile de prendre des décisions avec une stratégie satisficing. C'est quasiment impossible. Donc, avant de prendre des décisions, des grandes décisions, il faut en premier clarifier ceci. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui nous intéresse? Puis ça, là, ce n'est pas une petite question, ce n'est pas si simple que ça, répondre à ça. C'est littéralement où on s'en va dans la vie. Et plus les buts sont clairs, plus prendre des décisions, ça se fait comme ça. Il y a des gens qu'on dirait qui prennent des décisions comme ça, puis ça a l'air d'un coup de tête. Ce n'est pas un coup de tête. C'est que c'est un sport qui est pratiqué. Ils sont capables d'assumer où ils s'en vont. Ils connaissent leur but. Ils aiment leur but. Et donc, ils sont capables d'évaluer rapidement les avantages et les inconvénients d'une route, d'un chemin qui s'appelle une option, qui s'appelle une décision. Et donc, ils sont capables de faire le deuil des décisions qu'ils ne prennent pas et qui sont capables de profiter de la décision qu'ils prennent. Donc, quand on est dans satisficing, on est content de prendre une décision parce qu'elle va nous amener quelque chose. Tandis que quand on est en maximizing, on regrette toutes les options qu'on n'a pas prises. C'est deux mindsets complètement différents et il faut pratiquer le satisficing parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas enseigné à l'école et pourtant la science est assez claire là-dessus. Il y a différents styles et différents types de stratégies décisionnelles et maximizing n'amène pas le maximum de bien-être et de bienfaits et de satisfaction de ces options-là. Au contraire, ça augmente beaucoup, beaucoup la pression et le regret et le fait de... souvent, quand on est en maximizing, on essaye quelque chose, puis là, à un moment donné, on devient tellement anxieux, on a tellement peur de ne pas avoir pris la bonne décision qu'on se rétracte. Et là, on recommence le même processus, puis on essaye l'autre option. On se rétracte. Donc, ça fait beaucoup d'aller-retour. OK? Ça fait beaucoup, là, on revient comme ça. Alors ça, c'est un phénomène qui rend la vie très, très stagnante. Et ça, c'est un paradigme extrêmement maximizing. Donc, pour répondre à cette question-là, je vous recommande de développer la stratégie du satisficing et de concevoir une décision comme étant un accélérateur de mouvement et non pas une réponse ou une destination. Alors, voilà, je vais revenir à la caméra régulière. J'espère que ça vous aide un petit peu. C'est une grosse question, mais c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Et parallèlement, il faut pratiquer notre capacité à avoir des buts qu'on aime, ce qui est un autre art, parce qu'il y a toutes sortes de buts, il y a toutes sortes de types de motivation qui animent nos buts. Donc, plus il y a des types de motivation qu'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire des buts vraiment qui nous animent personnellement, qu'on fait vraiment parce qu'on aime ça, plus ça développe notre capacité à accélérer nos décisions, prendre des bonnes décisions qui nous rendent fiers, contents et qui font en sorte que la vie avance. Parce que c'est ça qu'on veut. On prend des décisions parce qu'on veut que la vie avance. On ne prend pas une décision pour que là, la décision fasse en sorte que ça aille bien. Ce n'est pas du tout, il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Donc, voilà, merci beaucoup pour cette question-là. Alors, Louis-Marc me demande, que conseillerais-tu à des parents qui veulent allumer la curiosité chez leurs enfants et les aider à accéder de plus en plus à leur potentiel? Super belle question, grande question. Alors, mettons que j'ai à choisir des éléments. Première chose, c'est, encore là, ça revient à des buts, des objectifs qui nous font rêver. Mais avoir des objectifs qui nous font rêver est toujours proportionnel à la conscience du potentiel qu'on a. C'est impossible de concevoir des buts, surtout des buts difficiles, des buts rares, des choses qui sont difficiles à avoir dans la vie, OK, pour la plupart des gens, sans en premier avoir conscience d'un potentiel qui fait en sorte qu'on peut y arriver. Donc, la conscience du potentiel est fondamentale pour tous les humains et pour les enfants. Donc, les enfants doivent apprendre à se valoriser, donc recevoir des compliments, prendre conscience des forces qu'ils ont, utiliser les forces qu'ils ont, et là, imaginer ce qui pourrait arriver s'ils utilisaient 100% de leurs forces.
Donc, il faut qu'un enfant, comme un adulte d'ailleurs, un enfant, un adulte, hein, c'est des humains, OK? Mais mettons, en bas âge, le plus tôt, les enfants sont capables d'avoir conscience d'eux, de leurs forces, et après ça, se projeter de ce qu'ils pourraient faire avec ces forces-là. Et là, ben, ils sont capables de synthétiser des buts qui leur parlent. Parce que là, un but, et soit il doit avoir un genre de fil électrique. Il faut que ça se passe. Tu ne peux pas juste concevoir un but qui est beau et grandiose, mais le fil conducteur avec toi, tu ne te reconnais pas dans le but. Ça va être impossible. Et ça va être donc impossible de créer ce qu'on appelle de la persévérance et de la discipline. Et c'est l'élément le plus important à avoir, ce qui est un petit problème actuellement. Il y a quelqu'un qui me posait la question sur les générations un petit peu plus jeunes, je vais en parler un peu. Alors ça, c'est un problème. La conscience du potentiel n'est pas très développée et donc ça a plusieurs conséquences, entre autres difficultés de faire face à des épreuves, faire face à des émotions négatives, passer à travers des émotions négatives, parce que n'importe quel but est très difficile à atteindre. Même les plus petits succès, c'est assez difficile de réussir quelque chose. Et c'est ça. Donc, avec les enfants, ma recommandation, là, si j'en fais seulement une, il faut qu'un enfant se voie avec plein de qualités s'il travaille. Donc, ça ne peut pas être des qualités flatteuses ou gratuites. C'est oui, ils savent faire ça, oui, ils sont bons dans plein de choses, puis oui, ils prennent conscience de leur potentiel, et là, ils doivent s'en responsabiliser parce que, comme dirait Jérémy, mon collaborateur, et qui a volé cette phrase-là à Spider-Man, avec n'importe quel grand pouvoir vient de grandes responsabilités. C'est exactement ça. Donc, merci pour cette question-là. Super bon. Céline me demande comment rester zen ou réussir à endurer les douleurs physiques chroniques dont on ne trouve pas de moyen pour calmer la douleur sans perdre le moral. OK, grosse question. C'est très difficile. Je veux dire, souffrir sans arrêt pour des gens qui ont des douleurs chroniques, peu importe le type de douleur chronique, la douleur, si elle est chronique, le problème. OK, bon, c'est bon, excusez-moi, là, je vais me désénerver. Première affaire. La douleur n'est pas un problème. C'est une information. Un humain est capable d'endurer beaucoup, beaucoup de douleur sans tomber en détresse, tout en étant résilient. Le problème, c'est la douleur qui est reliée à l'impuissance. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun contrôle sur cette douleur-là. L'impuissance, c'est ce qui nous tue. Un humain, c'est juste pas compatible avec l'impuissance. Puis, je veux dire, les organismes vivants en général, même les animaux dotés d'un cerveau, là, je veux dire, ne tolèrent très peu d'impuissance parce que l'impuissance fait cracher la sérotonine. Ça fait ce qu'on appelle une déplétion sérotoninergique. Puis une déplétion sérotoninergique, dans le fond, c'est le fait de vider les cellules, vider les neurones de sérotonine. Okay? La sérotonine, c'est impliqué dans la capacité à faire des choix, donc prendre des décisions. Donc, pour être satisfying, ça prend de la sérotonine. Et c'est en lien avec nos émotions positives. Donc, la sérotonine, c'est vraiment important. Et lorsque une personne vit de l'impuissance, la sérotonine, elle crash. Donc, c'est le plus grand prédicteur des émotions négatives en général et de la dépression et de l'anxiété aussi. Donc bon, lorsqu'il y a une douleur qui est chronique, le mot chronique, moi, ce que j'entends, c'est impuissance. C'est-à-dire, malgré mes tentatives, la douleur est toujours là. Ça sonne beaucoup impuissance. Donc, la douleur, c'est une chose. La chronicité, ça fait très mal. Donc, comment on fait pour rester zen? C'est une bataille. Je veux dire, tu ne peux pas seulement rester dans ton coin en disant, OK, là, je vais juste endurer. Oui, il y a une portion d'endurance, OK? Il y en a une, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Il y en a une, définitivement, puis il y a une portion qui est à accepter. Si vraiment on joue, là, que la douleur, là, je veux dire, tout a été fait en l'âme et conscience de tous les humains. Il n'y a absolument aucune démarche possible qui fait rien. Mettons qu'on est dans ce scénario-là. On est dans la pure, le pur scénario où là, on écope d'une douleur qu'on n'est pas capable de tasser. Il y a une partie acceptation, une partie deuil. L'autre partie, c'est que, bon, là, ça va avoir l'air un peu dur, là, je vais vraiment choisir mes mots, là, parce que, bon, supposons que la vie qu'on a, celle que vous avez, celle que j'ai,
comporte une douleur chronique. Je pense qu'il faut se poser la question que si on n'avait tout simplement pas cette vie-là, si on n'a tout simplement plus de vie, c'est fini, qu'est-ce qu'on aurait à perdre? Et je pense que pour n'importe quelle douleur en général, ça prend une raison de se battre pour rester dans un univers où on a des choses à perdre. Donc, pour combattre l'impuissance, il faut s'armer d'une énergie qui est le fait de maintenir ou de travailler à continuer à savourer des choses qui sont importantes pour soi. Et je pense que justement, quand on souffre beaucoup et qu'on est dans une zone d'impuissance, il faut trouver l'énergie de continuer. Mais continuer pourquoi? Mais ça prend quelque chose. Donc, je pense que c'est important de prendre conscience à se demander qu'est-ce qui me ferait de la peine de perdre si je décidais de tout simplement pas prendre cette vie-là, même si elle comporte une douleur. Et je pense que c'est une façon, du moins une façon, qu'on est capable de faire un deuil de choses qu'on ne contrôle pas et de dire, je vais utiliser le maximum de stratégies possibles pour passer à travers mes journées, mon temps, pour quelque chose qui est important pour moi. Ça peut être des gens, ça peut être des enfants, ça peut être des activités, ça peut être un rêve qu'on veut réaliser. Et idéalement, tout ça. Donc, plus on a des raisons de se battre, plus on est capable de faire le deuil de choses qu'on ne contrôle pas. Et donc, ne serait-ce que cette disposition-là va faire diminuer l'impuissance beaucoup. Donc, je pense que pour rester zen, pour rester en état d'acceptation de certaines choses qui sont difficiles, ça prend des raisons de se battre. Il faut les garder actives sur une base quotidienne. Il faut être proche de ça. Parce que si ça dérive, si on est trop loin des raisons pour lesquelles on se bat, c'est comme on est happé par l'impuissance, puis toute notre sérotonine s'en va. Et là, on peut être en danger psychologiquement et émotionnellement. Quel conseil auriez-vous, bon, là, j'ai plus de nom, quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui sort d'une dépression et d'un burn-out, les étapes pour ne pas retomber dans les pièges, évitement, troubles anxieux, béquilles négatives, alcool, écran? Bon, OK, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc, la dépression, ça reste que c'est quand même un tabou. Hein? Puis la preuve que c'est un tabou, c'est qu'on a inventé des noms des mots qui disent dépression, mais sans dire dépression, comme burn-out. Comme un burn-out, c'est une dépression. Je veux dire, il n'y a pas cliniquement de choses significativement différentes en ce qu'on appelle un burn-out. C'est juste que le burn-out, on l'associe au travail. Puis il y a toutes sortes de connotations relatives à l'épuisement professionnel. Moi, je pense qu'il faut parler directement le langage du cerveau, c'est-à-dire une dépression. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Une dépression, il faut comprendre que c'est relié, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, donc je vais faire le lien avec ça, c'est relié avec une anxiété élevée prolongée qui, ultimement, va diminuer le taux de sérotonine. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, mais il n'y en a plus, là. Ce n'est pas une affaire de motivation, de OK, à matin, là, je vais me motiver. Ce n'est pas de l'énergie à court terme comme ça. Le backup, le fond protecteur d'énergie, le buffer général, il est mangé, il est grugé au complet. Donc, ça ne revient pas comme ça. Ça prend du temps avant de reconfigurer puis remplir notre taux de sérotonine cérébrale. Je pense que c'est important de comprendre ça parce que souvent, on confond l'énergie comme étant quelque chose du court terme, du moyen terme, du long terme. Alors, tu as de l'énergie court terme, mais tu as de l'énergie à moyen long terme. Et lorsqu'on est en dépression, c'est parce que là, il n'y en a plus de ressources. Et ça ne se recharge pas comme ça parce qu'une dépression, ça ne s'invente pas comme ça non plus. Donc, c'est important de comprendre que le cerveau, si tu y fais endurer de l'impuissance sur une base quotidienne longtemps, tranquillement, le taux de sérotonine va diminuer. L'impuissance va continuer d'augmenter. Et là, à un moment donné, il n'y en a plus de sérotonine. OK? Et là, on crash, comme on dit. Mais remplir ça de nouveau, ça ne se fait pas comme ça non plus. Donc, ça ne s'est pas fait instantanément, une dépression. Ça se fait progressivement. OK? Tu ne peux pas créer une dépression en 1 heure, mettons. T'sais, même si tu souffres au maximum, là, c'est la pire heure de souffrance de ta vie, ça ne sera pas une dépression. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, une dépression. Le mécanisme de la dépression fonctionne avec une certaine base d'usure, si je peux dire. Et donc, réparer ça, ça ne se fait pas avec un push de motivation puis de se primer pendant une semaine. Là. Ça se remplit tranquillement. Donc, un peu comme une physiothérapie,
ben, il faut que le corps se répare. Il faut refabriquer ce qui a été endommagé, ce qui a été brisé. Donc, il y a une stratégie de retour progressif là-dedans, c'est-à-dire comment tu sollicites ton système. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est si méconnu que ça, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on sait, on connaît tous les retours progressifs, puis ça, c'est très correct. Le problème que moi j'ai, c'est que en dehors du retour progressif, ma question c'est, est-ce que le niveau d'impuissance est aussi élevé aussitôt qu'on se rembarque dans les mêmes activités? Parce que rappelons-nous, c'est l'impuissance qui fait cracher le système. Donc, si on se repose, puis là, OK, on retourne dans nos tâches habituelles, ma seule et unique question, c'est, à part le retour progressif, dans la tâche qu'on fait, qu'est-ce que le cerveau fait? Qu'est-ce qui est vécu là, à ce moment-là? Si l'impuissance est toujours aussi élevée, ça ne sert à rien. Et je parle de ça parce que c'est important de parler de ça. Il y a beaucoup, je ne me souviens pas c'est quoi le pourcentage exact, il faudrait que je retourne un peu dans les derniers articles, mais il y a un haut pourcentage de gens après une dépression qui retentent un retour aux activités normales, un retour progressif, un retour au travail, et ils retombent en dépression, ils retournent en congé de maladie. C'est comme pourquoi? C'est à cause du facteur que j'explique, c'est si les activités quotidiennes créent toujours la même impuissance, on revide la sérotonine et on retombe encore plus vite dans le même pattern dépressif. Donc, c'est bien beau l'impuissance, mais OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? On fait quoi? Pour diminuer l'impuissance, c'est vraiment une rééducation de plein de choses. Ce n'est pas simple revenir d'une dépression, ce n'est pas une simple question de repos, c'est faux. Il faut réapprendre des choses. Il faut réapprendre le fonctionnement émotionnel. Il faut apprendre notre conscience émotionnelle, surtout les émotions à bas niveau, pas les émotions à 8, 9, 10 sur 10 d'intensité. Les émotions à bas niveau, il faut apprendre quoi faire avec ça. Une grande partie de l'impuissance va être neutralisée par des stratégies de communication. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé Psychom. C'est parce que souvent, les gens sont en thérapie, ils travaillent sur eux-mêmes, puis ils retournent dans le vrai monde. Mais là, comment tu fais pour retrouver de la puissance? C'est pas juste en te parlant dans ta tête et en disant, mais là, moi, avec mon psychologue, j'ai évalué mes meilleures qualités puis je vais penser positif. Le monde, c'est un monde qui est interactif. Donc, il faut interagir avec ce monde-là. Puis la façon d'interagir, ça s'appelle de l'interaction humaine, donc la communication interpersonnelle. Donc, seulement les relations et la communication interpersonnelle peut augmenter énormément l'impuissance si on n'a aucune technique, si on ne sait pas comment s'exprimer, comment faire une demande, comment véhiculer une idée, comment consolider des relations. Ce sont tous des processus de communication interpersonnelle. Si on ne sait pas comment faire ça clairement, le cerveau, il rembarque dans l'impuissance et là, on se sent dépassé rapidement. Donc, la neutralisation de l'impuissance doit être compensée par la prise de conscience de choses qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut réapprendre des choses, comment on fonctionne. Ce qu'on veut, par exemple, le fait de ne pas avoir des buts qu'on aime est un gros problème parce que ça veut dire que le cerveau, par survie, il va tout le temps choisir des options qui vont le sécuriser à court terme. Mais ça veut dire que c'est un processus purement anxieux. Donc, ce n'est pas un processus décisionnel qui mène vers quelque chose qui nous intéresse, mais plutôt l'évitement de l'anxiété, des émotions négatives. Et n'importe quel évitement des émotions négatives va augmenter cette émotion-là. Donc, l'évitement de l'anxiété va augmenter l'anxiété. Et donc, ça promouvoit quand même l'impuissance. Donc, il faut revoir vraiment le fonctionnement général pour être sûr que tous nos petits modules de fonctionnement, ils fonctionnent à son plein potentiel ou du moins qu'on sait comment les utiliser. Quand on sait comment les utiliser, un humain commence à jouer, il commence à prendre des décisions, il commence à faire des choix, il commence à voir l'impact de ce qu'il peut avoir. Et donc, il peut s'ajuster. Et ça rend puissant. Et lorsqu'on se sent puissant, on est capable d'encaisser beaucoup de douleurs, beaucoup d'émotions négatives, mais on sait comment réagir, on sait comment se remettre sur nos pattes, on sait comment changer des situations. Et donc, c'est l'antipode de l'impuissance. Voilà, voici ma réponse rapide de ça. Certaines personnes ayant un grand besoin de solitude sont présentement confinées avec le noyau familial. Oui, effectivement. Avez-vous des conseils pour maintenir un meilleur équilibre émotionnel à moyen et long terme dans ces conditions? OK. Là, en ce moment, on est en isolement. L'isolement n'est pas un processus standard pour tous. C'est-à-dire que, bon, tu as des styles de personnalité. Il y a des gens qui aiment être tout seuls. C'est ce qu'ils recherchent dans la vie. Ils aiment ça. Elles aiment ça.
Il y en a d'autres qui recherchent la compagnie toujours. Okay? Donc, déjà là, notre tendance, notre préférence va jouer. Et après ça, ben, ce qui se passe pour vrai va jouer. Il y a des personnes qui souffrent beaucoup de solitude présentement. Et donc, il y a des gens que c'est le contraire. Ils veulent de la compagnie. Ils trouvent ça difficile. Ils sont capables d'être tout seuls. Puis souvent, les gens qui sont plus seuls, c'est des gens qui sont capables de s'auto-mobiliser beaucoup quand ils ont des objectifs. Souvent. Et donc, là, le problème, c'est qu'ils sont seuls, mais là, on ne peut pas sortir de chez soi, on ne peut pas avoir les mêmes objectifs. Donc là, on vient de leur enlever leur moteur général, très difficile pour eux. Donc ça, c'est comme un scénario qui est très difficile où une personne se sent isolée, puis là, à se couper ce qu'elle est capable de faire. La question que là, que je viens de nommer, c'est lorsqu'il y a un espace restreint, et là, c'est plein de gens. Là, ce n'est pas le même scénario. Là, le défi, c'est dans un espace, il y a toujours quelqu'un dans notre face. Puis même si ce sont des gens qu'on aime, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer notre famille ou pas, ça n'a absolument rien à voir. Ça a à voir justement avec le fait de contrôler, avoir une zone de contrôle qui est à soi. Un humain a besoin de ça. Là, bon, alors là, je vais relire la question. Là. Vous mettez en écrit. C'est ça. Pour les gens qui ont besoin de solitude puis qui ont de la difficulté à trouver cette solitude-là, il faut redésigner l'espace. OK? Dites-vous une chose, une maison, c'est juste une boîte. On fait ce qu'on veut avec ça. C'est pas vrai parce qu'il y a un mur là que ça, c'est tout. Non, ça prend de l'imagination, puis ça prend de la flexibilité. Et je pense que si vous sentez que vous n'avez pas assez de solitude, moment pour vous, justement, puis vous êtes confiné, puis envahi un peu, il faut trouver la façon d'avoir une zone pour vous. Moi, ce que je recommande, si par exemple, je vais prendre un scénario un peu extrême, là, un petit appartement, beaucoup de gens okay, à l'intérieur. Premièrement, ça prend un petit meeting de comment on respecte les bulles de chacun. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être juste une histoire d'espace physique. Il faut respecter les bulles de chacun, ce sont des régulations émotionnelles. Donc, le son est extrêmement envahissant. Si on ne parle pas beaucoup de ça, on fait comme si la présence physique, c'est tout. Le son, ça nous atteint. Et donc, ça prend des ententes relatives au son qu'on fait. Puis, quand est-ce qu'on se permet de faire plus de bruit, moins de bruit, quel type de bruit, à quelle heure. Donc, ça prend une organisation des mouvements et des éléments potentiellement envahissants. OK? L'autre chose que je recommande, c'est avoir un petit coin à nous, où est-ce que visuellement, tu ne vois rien sauf toi. Par exemple, même s'il y a sur un petit appartement, moi, ce que je recommande comme façon facile, tu te mets une corde, puis tu mets un drap, puis tu fais un mur qui est un drap. Puis tu te crées une petite pièce, une zone où est-ce que personne ne peut te voir, une genre de mini-tente, puis tu te mets un petit matelas, des coussins à terre, mais un endroit où visuellement, ça, c'est ta propriété, c'est chez vous, c'est ton mini chez vous, c'est ton campement à toi. Vous allez me dire, ah, ouais, ça marche-tu? Oui, ça marche parce que le cerveau aime l'idée qu'il y a un espace à lui. Il y a un endroit sécuritaire. Puis ça, n'importe quel organisme vivant a besoin d'un endroit sécuritaire. La maison, c'est un endroit sécuritaire, mais si à un moment donné, là, on se sent envahi, ben, c'est plus 100% sécuritaire. Donc, on peut s'en redésigner un autre. Puis on n'a pas besoin là, d'un terrain de football. On a besoin juste que l'espace existe. Et le seul fait que l'existence, cet endroit-là qui existe, ça fait du bien énormément au cerveau. Puis pas juste un espace avec des pointillés à terre, vraiment coupé visuellement. Là. OK? Fait que ça, c'est ce que je recommande pour ceux qui ont plus de difficultés parce que l'espace est un petit peu restreint. Est-ce que le fait de prendre des antidépresseurs durant plusieurs années peut détruire ou atrophier nos glandes et ainsi ne plus être capable de produire notre propre sérotonine? Quels sont les effets à long terme sur le cerveau? Bon, c'est une bonne question. Alors, il y a, oui, des effets à long terme pour dans le fait de prendre des antidépresseurs. Okay? Mais le fait de prendre des antidépresseurs n'handicape pas le cerveau en soi ou n'atrophie pas le cerveau en soi. Ce qui va être atrophié, c'est plus une façon de faire, c'est-à-dire le fait de ne pas pratiquer les comportements nécessaires pour auto-générer sa sérotonine.
Ça, plus, oui. Tu sais, c'est pas parce qu'on marche en béquille que là, il y a une jambe qui disparaît. Là. La jambe va rester là. Elle va être moins en forme, elle va être moins forte, mais là, il faut la repratiquer. C'est fait pour travailler une jambe. Donc, n'importe quel muscle est fait pour travailler. Notre cognition, nos cellules cérébrales sont faites pour travailler. Donc, c'est le même principe. Mais c'est pas, il n'y a rien qui est, du moins, je n'ai rien lu qui était permanent, qui créait des lésions. Je n'ai pas lu ça du tout. Par contre, ce que j'ai lu, c'est que oui, ça existe des personnes qui vont avoir des antidépresseurs toute leur vie. Ça existe. Mais antidépresseur ou pas, ça ne change pas la responsabilité personnelle que c'est pas. Le but, ce n'est pas juste d'avoir de la sérotonine, c'est d'avoir une vie qui est satisfaisante. Et ça ne peut que passer à travers la capacité à prendre des décisions, être en action dans sa vie et d'avoir un sentiment de puissance sur ses actions. Donc, pour moi, l'antidépresseur, ça fait en sorte qu'on peut survivre, on peut continuer à bouger, fonctionner, OK. Mais la qualité de vie, ce n'est pas de la sérotonine. C'est beaucoup plus que ça. Donc, non, ça n'atrophie pas le cerveau. Par contre, il faut continuer à travailler le sport, c'est-à-dire que le cerveau, il est capable de créer des décisions, rêver, prendre des responsabilités, résoudre des problèmes, apprendre, tous ces éléments-là. Donc, les deux se concilient, puis un inhibe pas l'autre. Mais les deux peuvent très bien se complémenter. Francisco me demande, question à moi, Guillaume, tu coaches des chefs d'entreprise, des athlètes artistes et même des coachs. Est-ce que tu te coaches toi-même? Bon, sous question, est-ce qu'un individu peut arriver à développer assez d'aptitude, de connaissance et assez de lucidité dans son regard sur sa personne pour permettre de se guider lui-même vers la réalisation de ses objectifs les plus ambitieux? Bon, est-ce que est-ce que je me coach moi-même? Oui, je me coach moi-même. Je suis mon propre coach. Moi, j'ai l'attitude envers moi-même que je suis mon meilleur ami, je suis mon meilleur fan et je suis mon propre coach, je suis mon propre supporter et je suis celui qui m'encourage. Donc, j'ai une attitude envers moi-même qui est très, très bienveillante. Je ne suis pas violent avec moi-même, je suis très strict. Je suis très. Je me force à faire face à mes affaires, mais je suis tout le temps bon pour moi. Je me flagelle pas, je ne suis pas violent envers moi-même, je ne me dis pas des affaires laides à propos de moi, je me dis pas que je suis con, je me dis pas que je suis parfait, puis je me dis pas. Je me prends comme je suis, puis je m'encourage avec où je suis rendu, puis je me dis let's go, puis là on fait quoi? Puis je m'écoute, puis je me parle. Souvent, là, je ne sais pas s'il y en a qui m'ont déjà vu dans un char, là, mais je parle comme tout le temps, là, tout le temps tout seul. Là. Je parle tout le temps tout seul. J'ai tout le temps. J'ai l'air d'un vrai fou. Là. Toutes les lumières, moi, je me parle. Grosse conversation. Là. Ah, je me parle, gros dialogue. Là. Oh, ouais. Puis là, je me parle dans le casque. Puis là, moi, je me réponds. Je me dis, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense. Fait que je me parle. Je cohabite avec moi. Fait que, puis même là, dans des situations où est-ce que je rush plus, mettons, je vais mettre 2 chaises, puis je vais jouer 2 côtés de moi. Fait que, mettons, je vais aller sur une chaise, puis là, je vais être le coach. Fait que là, je vais parler, je vais m'imaginer que moi, qui a besoin d'aide, je suis sur l'autre chaise. Puis là, je vais parler. Fait que là, je dis, bon, là, Guillaume, qu'est-ce qu'il y a là? Ça ne marche pas partout, là. Tu capotes, là. Tu fais le pas. Shoot, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, je me lève, je rechange de chaise. Puis là, je m'en vais me reparler à moi. Puis là, je me compte ça. Je dis, ben là, je capote de ça, puis je me sens mal de ça, puis je me sens un gros loser de ça, puis je me parle, là, puis je me dis tout, là, puis là, après ça, je me relève, je me retourne dans ma chaise de coach, puis je dis, bon, là, je pratique mon écoute de moi. Fait que là, je dis, bon, alors là, ce que tu dis, c'est ça, puis ça a commencé à cet événement-là. C'est ça, là. Je rechange de chaise, puis je m'en vais réfléchir à ce que je viens de me proposer, puis je décide, oui, c'est ça, mais il y a ça aussi. Fait, comprenez, tu sais, je me parle, tu sais, je suis mon best buddy, puis j'essaie d'avancer, puis c'est sûr que le fait d'être ferré en psychologie, ça aide. C'est sûr, c'est comme tu veux être ton propre mécanicien sur ton véhicule, ben ça aide
de comprendre un peu la mécanique. Ça, c'est sûr, si tu veux faire tes propres entretiens. Puis, donc, c'est sûr que le fait de comprendre comment un cerveau fonctionne, comment un humain fonctionne, ça aide énormément. Fait que je m'en sers, tu sais. Je me sers à 100% de tous les outils à mon pouvoir que j'ai, puis je joue aux mêmes règles pour moi auxquelles j'essaie d'inciter les clients à jouer. Donc, moi, je me considère un client comme les autres, puis je fais le mieux pour m'aider, puis je me comporte vraiment pas différemment envers moi-même, puis avec les autres. Puis des fois, je me chicane quand je ne prends pas des responsabilités. Des fois, quand je niaise, là, il faut que je me ramène un peu. C'est comme, non, tu niaises, puis c'est pas du tout respectueux, puis c'est comme, tu payes le prix de ça, là. C'est comme, c'est vrai, que là, je niaise. Fait que là, c'est comme des fois, je suis un peu sévère avec moi-même, mais c'est pas négatif, c'est comme, avec un client, j'aurais fait ça, fait qu'avec moi, je le ferais. Fait qu'il n'y a pas de règles différentes, il n'y a personne qui est au-dessus de personne, c'est les mêmes règles pour tout le monde, fait qu'on play the game as is. Fait que, voilà, c'est ce que je répondrais. Muriel me demande, après avoir rencontré plusieurs tribus, cultures, que penses-tu de notre rapport aux aînés, notre rapport à la mort et aussi à la vie? Bon, grosse question. Euh, bon, rapport aux aînés. Dans notre culture, OK, on a construit un monde où ce qui est à l'extérieur de chez nous, OK, la société, le monde économique, la ville, OK, ce système-là est très puissant. Et donc, notre survie est basée sur le fait qu'on est capable de faire le lien avec ce système-là. Donc, on ne peut pas survivre tout seul chez nous en réfléchissant, puis il faut être en interaction avec ce système-là. Manger, le système, comment aller chercher de la nourriture, le système financier. Il faut payer notre loyer, il faut payer notre épicerie, nos dépenses. Il y a un système qui fait en sorte qu'on est en interaction constante avec le système économique. Et donc, notre cerveau sait très bien que si on veut survivre ici, il faut tirer profit de ce système-là et il faut y redonner aussi. OK? Bon. Étant donné ça, étant donné sous le développement de cette société-là qui s'est fait de façon extrêmement rapide, juste, je ne sais pas si vous savez quand est-ce que la télévision est apparue, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Si on parle de la télévision avec où on est rendu là, il y a des gens là, dans une génération, ils ont tout vu ça. Là. L'écart entre le style de vie et la réalité à ce moment-là versus maintenant, ça n'a rien à voir. Donc, nous, dans notre culture où on a énormément de pression de performance, puis la machine va très vite, c'est comme des gens ou des aînés qui appartiennent à une autre génération qui sont pas en lien avec ce qui se passe là, ben, on a tendance à dire ouais, mais là, c'est parce que j'ai d'autres priorités. Donc, ça fait en sorte que on a un rapport complètement différent avec nos aînés que dans d'autres cultures. Parce que dans des cultures plus traditionnelles, le savoir ancestral, ça se trouve dans un cerveau. Et donc, plus tu prends de l'âge, plus tu as de données dans ton cerveau. Parce qu'il n'y a pas de société autour. La société, c'est nos cerveaux, c'est notre famille, c'est les relations qu'on a, c'est le chaman, c'est le chef de la tribu, c'est ci, c'est ça, c'est nos parents. Alors, c'est dans la tête. Donc, ça veut dire que les ressources pour survivre sont toutes dans la tête. Les connaissances sont là. Tandis que notre système est tellement énorme maintenant que c'est comme plus juste dans la tête, c'est rendu dans ce monde-là à l'extérieur directement. Donc, c'est ce qu'on valorise, c'est ce qu'on priorise. Est-ce qu'on est des mauvaises personnes pour autant? Parce que j'entends venir ça de loin. Ah, on a perdu le contact avec la réalité, puis on a perdu le contact avec les aînés. Je comprends, je ne dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas issu juste d'un processus malveillant ou stupide qu'on est arrivé là. C'est parce qu'on a de la pression, on s'en va chercher le maximum d'outils pour faire avancer notre vie, puis là, on sent qu'il y a un décalage entre ce que les aînés peuvent m'apporter là versus ce que je sens que telle chose peut m'apporter à l'extérieur. Fait que cette dichotomie-là fait qu'on est scié en deux souvent. Et donc, c'est comme un paradigme qui est déchirant, qui est difficile, mais qui crée de la distance. Dans d'autres cultures, c'est comme, il n'est pas question que les aînés ça aillent trop loin parce que je veux l'aîné proche de moi. Parce que si j'ai une question, moi, je veux ces infos-là tout de suite. Je ne me tente pas perdre mon temps de faire des choses qui ne marcheront pas. Je veux que l'aîné
le chef du village ou les gens plus vieux me disent des choses pour sauver du temps. Mais il faut que ces informations-là soient en lien avec un contexte, il faut que ça fonctionne. Mais si la société évolue tellement vite qu'à chaque 10 ans, on est complètement dépassé, à un moment donné, c'est dur de garder le beat. Donc, l'accélération de l'évolution de notre société est à un rythme tel que c'est quasi impossible de garder le fil. C'est vraiment difficile. Donc, ça crée des décalages entre différentes générations. C'est comme, je ne m'identifie même plus à cette période-là parce que la société est rendue je dirais, plus avancé, pas dans le sens de meilleur. Hein. Je ne parle pas de bien et mal, je ne connais rien là-dedans. Là. C'est juste que les choses sont en transformation, se transforment de plus en plus vite. C'est facile de créer un décalage. C'est facile de dire, ouais, mais là, je veux dire, moi je vais aller là, dans cette société-là qui bouge. J'ai besoin d'avoir de l'information sur cette société-là. Donc, voilà un peu le dilemme qu'on a présentement. Et donc, oui, ça parle des valeurs qui changent. Encore là, ce n'est pas une critique des valeurs, là, du moins pas pour ce soir, mais il y a certaines choses auxquelles on attribue énormément de valeur en ce moment, mais ce ne sont pas les mêmes choses qui sont valorisées maintenant que ce qui était valorisé avant, d'où en partie le décalage qu'il peut y avoir. Alors, Romain me pose la question, j'ai constaté lors de quelques podcasts de ton émission Tribal que tu critiques certains aspects des plus jeunes générations. Peux-tu élaborer sur le sujet et donner des pistes de solutions ou des conseils par rapport à des problématiques que tu y trouves? Bon, une énorme question relative à ça. Bon, si j'ai à choisir un élément, moi, mon observation, puis je suis loin d'être le seul à le faire, c'est comme si les petits succès n'ont plus tellement de valeur. On a un drôle de rapport, je trouve, en ce moment, avec ce qui est véhiculé comme étant qu'est-ce qui est un succès, qu'est-ce qui est quelque chose à célébrer, le niveau de difficulté de ces choses-là. Alors, c'est comme si on est extrêmement dur à impressionner maintenant. Parce que, puis aussi, c'est beaucoup en lien avec les images qu'on se fait bombarder sans arrêt. On est presque blasé de tout. C'est comme si tout est rendu normal puisqu'on l'a vu à quelque part. Fait que ça crée, ça c'est un commentaire personnel, je trouve que les petites choses ont comme pas vraiment de valeur parce qu'il y a déjà quelque chose ou quelqu'un qui a fait plus spectaculaire ou plus grandiose que ça. Fait que là, ce qu'on se dit, c'est OK, mais moi, je veux directement les choses grandioses, n'est-ce pas? Je veux directement réussir. Mais c'est parce que c'est une échelle, ce succès-là. Pour réussir à faire des choses spectaculaires, c'est extraordinairement difficile. C'est difficile là, à un point que c'est même dur à imaginer. Et même les petits succès, c'est incroyable à quel point c'est du trouble réussir un petit quelque chose. C'est vraiment dur réussir quelque chose. Mais c'est comme si les petits succès, ça n'a pas de valeur, c'est comme banal. Puis on vise directement les gros succès. Mais c'est parce que c'est impossible. Parce que les gros succès, c'est être capable de se rendre là et les habiletés nécessaires pour réussir ça, c'est comme tout ça, ça se passe dans le noir, c'est caché. Et donc, il y a un petit décalage entre la perception du succès, qu'est-ce que le succès, qu'est-ce qui est satisfaisant aussi, parce que je reviens à mon intervention de tantôt, ce qui est maximizing, c'est l'accumulation de plus de choses possibles. Mais la satisfaction, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec un mouvement vers toi-même, vers tes propres buts, c'est-à-dire toi-même. Le fait que tu prends de l'expansion toi-même, donc tu deviens toi-même vers les buts, les objectifs que tu te fixes. Mais ce n'est pas comme ça en ce moment ce qui est véhiculé. C'est sûr qu'avec les médias et avec technologie, il y a beaucoup d'images, mais la vraie vie, c'est pas une image. La vraie vie, la vie est très dure. C'est vraiment pas rose, puis c'est tellement pas Instagram, puis c'est tellement pas l'image qu'il y a là, dans le marketing des médias sociaux. C'est vraiment un paquet de petits succès, puis pour chacun de ces petits succès, c'est beaucoup de travail dans l'ombre. Puis le travail dans l'ombre, en ce moment, c'est pas la mode. La mode, c'est si on fait quelque chose, ben il faut que ça soit vu. OK, mais ça ne développe pas une compétence, ça ne développe pas la capacité à générer plus d'impact puissants qui vont être stables, qui vont être intégrés à soi. Donc, en gros,
tout ça, ce n'est pas tout à fait en place actuellement. Et ça fait en sorte que, bon, il y a plusieurs jeunes là, que je coach. Plus le temps avance, l'anxiété augmente parce que là, ils ne savent toujours pas comment ils vont réussir leur vie. Ils ont plus de pression qu'avant. Il n'y a pas de plan, pas de stratégie. Et donc, ça, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui n'est pas tout à fait en place. Pas 100% des plus jeunes générations, puis je m'inclus ma propre génération là-dedans aussi, là. Mais c'est pas 100%, mais il y en a quand même une importante proportion qui sous-estime ça. D'ailleurs, il y a certains coachs, Daniel Fichot, qui est une coach d'acting que j'aime beaucoup, qui est vraiment une prof assez exceptionnelle. Elle appelle ça la génération Teflon. Elle appelle ça la génération Teflon parce qu'il n'y a rien qui colle. Elle dit, elle dit avant, parce que ça fait peut-être 30 ans, je pense, qu'elle enseigne, tu sais, l'acting. Elle dit avant, mettons, voilà 20 ans, je donne une instruction à un acteur. La semaine d'après, c'est corrigé, c'est intégré, la scène est différente, puis on passe à l'autre étape. Maintenant, tu donnes une commande, tu donnes une correction. La semaine d'après, oublie ça, là, c'est plus là. Fait que là, elle dit, c'est comme, il n'y a pas la rétention de il n'y a pas l'appropriation des feedbacks. Donc, l'appropriation des feedbacks est complètement différente. Complètement différente. Et ça, une des raisons, c'est que moi, mon opinion, puis ça semble être pas mal le cas là, dans la littérature, c'est que les jeunes semblent être de plus en plus anxieux. Donc, l'anxiété est de plus en plus haute. Donc, lorsque l'anxiété est plus haute, il y a l'anxiété d'échouer qui est plus haute aussi. Donc, si tu ne sais pas comment échouer, si tu n'as pas de tolérance émotionnelle à l'échec, tu ne peux pas apprendre. C'est impossible. Parce que l'apprentissage, c'est littéralement courir après un stress. Okay? C'est ça de l'apprentissage. Il n'y a rien de le fun dans l'apprentissage. On aime l'idée quand l'apprentissage est fait, c'est intégré, c'est rodé, là, c'est le fun. Mais le processus d'apprentissage, c'est vraiment tough. Et là, étant donné qu'on est plus anxieux, c'est plus difficile à apprendre parce que le cerveau, il n'encode pas tout à fait les mêmes informations. Donc, la rétention se fait différemment. Et c'est comme, d'où ce que Daniel dit, la génération Teflon, ça ne reste pas, ça décolle. Tu re-shootes quelque chose, ça ne reste pas, ça redécolle. Il n'y a rien qui tient. Et donc, ça, pour moi, c'est relatif à l'anxiété. Parce que apprendre garantit, la capacité d'apprentissage est beaucoup en lien avec le succès. Beaucoup. Parce que si tu veux apprendre, il faut que tu passes par une série d'échecs. OK? Et là, ultimement, il va y avoir un petit succès au bout de ça. Mais pour savourer ce petit succès-là, il faut que tu tapes beaucoup de fluctuations émotionnelles. Mais si tu n'as pas de tolérance aux émotions négatives, et si tu as une émotion négative qui fait en sorte que tu reviens, tu recules, tu ne continues pas, tu ne persévères pas, tu ne peux pas bénéficier du processus d'apprentissage, tu ne peux pas bénéficier d'un succès et tu ne peux pas bénéficier du fait que tu te construis là-dedans. Et donc, tu ne peux pas passer à un succès qui est plus grand. Ce qui fait qu'on tourne en rond. Alors ça, c'est le pattern qu'il y a beaucoup actuellement. Les médias sociaux sont beaucoup en lien avec ça parce que ça déstabilise beaucoup l'attention soutenue. Ça crée une attention qui est très divisée et l'attention divisée augmente l'anxiété. Il y a plusieurs mécanismes qui sont autant sociaux, autant technologiques, qui font en sorte que tout ça se brasse en même temps. Donc, c'est une énorme question. Puis, bon, Romain faisait référence à l'émission Tribal. Ben, dans la dernière mission en Mongolie, il y avait une petite fille de 5 ans qui, elle, a structuré elle-même ses devoirs, structure elle-même ses mathématiques, sa calligraphie, a fait ses propres devoirs, puis tout est organisé, puis son attention est très soutenue, puis pendant plusieurs heures. Je veux dire, c'est quasiment un extraterrestre là, maintenant. Alors que le cerveau, il demande ça. Le cerveau, il veut de l'attention soutenue sur une tâche qui est constructive. Mais la petite fille n'est pas anxieuse. Donc, l'anxiété, c'est un gros thème. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir comment gérer ça. Et ça interfère beaucoup avec nos processus sociaux, nos processus identitaires, relationnels et processus d'apprentissage. Et c'est essentiel pour construire la vie qu'on a le goût de construire. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été toujours un grand plaisir. Merci pour vos belles questions. Pour moi, c'est un privilège de faire ça. Moi, je n'ai pas du tout l'impression de travailler quand je parle de psychologie. Puis je souhaite que vous avez aimé ça. Puis je souhaite que ça
ça a pu répondre à des questions que peut-être que, bon, là, c'est certaines personnes qui ont posé ces questions-là, mais souvent, on a des questions implicites, qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai que je ne me suis pas posé cette question-là depuis longtemps, mais dans le fond, c'est là. Donc, je vous remercie encore et on se revoit la semaine prochaine.